très content de parler ici. Donc comme moi aussi, ça ramène un certain nombre de souvenirs. Donc Antoine disait qu'il était enseignant ici. Moi, j'ai été un de ses élèves à cette époque. Je me souviens, il faisait le cours de théorie de Galois ou algèbre corporelle, je ne sais plus comment tu l'appelais. Voilà. C'était Claude qui faisait le TD, enfin la PC, comme on dit dans le jargon local. Voilà. J'ai rédigé un mémoire sous la direction de Pascal, avec Julien Frélon, dont le nom doit rappeler des souvenirs à certains d'entre vous aussi. Enfin bon, voilà. C'est un retour aux sources. Alors, je suis venu pour vous raconter des choses plus intéressantes. Parler un peu de... Bon, donc on a vu un peu ce matin... on a vu ce matin un petit peu de nombres péadiques et de nombres ultramétriques, d'analyse ultramétrique. Je vais continuer dans cette direction-là. En essayant de vous montrer plutôt comment ces deux mondes apparemment assez distincts vont pouvoir se rejoindre, retrouver des caractéristiques communes via une construction due à Berkovitch. Alors, donc le texte que j'ai rédigé a un aspect forcément un peu formel. J'espère que je n'ai pas trop effrayé ceux qui ont essayé de le lire. Je vous conseille peut-être de pas le lire et d'écouter d'abord ce que je vous raconte, pour voir un petit peu où on va. Donc la première chose, peut-être disons, je vais faire comme Antoine, on va essayer archimédien et ultramétrique. Je vais essayer de m'en tenir à ultramétrique. Bon, donc Antoine a mentionné un certain nombre de propriétés des valeurs absolues ultramétriques. Pour se remettre en train en début d'après-midi, après avoir déjeuné, on va en redémontrer quelques-unes ensemble pour se rappeler des propriétés, faire un petit exercice comme ça. Alors, donc en général, je vais prendre K, c'est un corps, une valeur absolue que je note comme ça, et donc ça c'est donc un corps, donc un corps valué ultramétrique. Donc, qui sera très souvent complet. Je peux le prendre complet ou pas. Donc, complet servira dans la suite, pas ici. Alors, donc il y avait... donc je rappelle peut-être la définition de valeur absolue ultramétrique. Enfin, la propriété la plus importante, c'est celle qui vous dit que si vous prenez deux éléments dans le corps, x et y, disons, la valeur absolue de x plus y est majorée par... le maximum des deux valeurs absolues. Okay. Et ça a un certain nombre de conséquences intéressantes. Par exemple, si on regardons les disques, disons un disque ou une boule, regardons un disque fermé. Alors, moi je vais le noter comme ça, D, je mets une barre dessus pour dire qu'elle est fermée. Par exemple, disque fermé de centre petit a et de rayon R, donc que je définis, si vous voulez, formellement par l'ensemble des x dans le corps. Tel que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r. Donc il est fermé en ce sens-là. Fermé, ça veut dire que je mets une égalité large. Ok. Et donc ce qui est amusant, c'est que dans ce cadre-là, le disque fermé, alors si je prends en tout cas un rayon r strictement positif, ce que je vais faire tout de suite, un disque qui n'est pas réduit à un point, ce disque-là va être également ouvert. Pourquoi ? Vous prenez simplement un point comme ça, x dans le disque. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur absolue de x plus y ? Bon, c'est écrit là-haut, elle est plus petite que le max de x et de y. Bon, et vous voyez que si... Alors, la valeur absolue de x, elle est plus petite que... donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai oublié le centre, pardon. Je recommence. X plus y moins a, hop, plus petite que le max de x plus a et de y. Donc ça, c'est plus petit que r parce que mon x est dans le disque. Et le y, si je le prends suffisamment petit, je vais trouver quelque chose de plus petit que r. Donc ça va être plus petit que r lorsque la valeur absolue de y est plus petite que r aussi. Je n'ai même pas besoin de le prendre très petit, il faut juste le prendre pas trop grand. Et à chaque fois, donc ça veut dire que si je pars d'un point petit x là-dedans,
je translate d'une quantité Y assez petite, donc dans voilà, typiquement une boule de centre de rayon assez petit, je vais rester dans cette même boule fermée. Donc ça implique que le disque fermé est ouvert. D'accord ? Autour de chacun des points de ce disque fermé, je peux mettre une boule. Donc mon disque est ouvert. Alors effectivement, c'est assez difficile à se représenter. Antoine a parfaitement raison en disant que voilà, ça complique plus l'intuition qu'autre chose. Bon, mais on s'y fait et voilà, c'est comme ça. Donc il va falloir faire avec. Deuxième chose, qui est sans doute encore moins intuitive que la première, c'est que si je reprends un de ces disques comme ça, et puis je prends un point à l'intérieur, disons petit b, on peut se demander ce qu'est le disque de centre B et de rayon petit r. Alors, donc si je veux prendre un point X là-dedans, donc X dans le disque de centre A de rayon petit r, alors calculons. Donc je peux considérer le X moins A ou je peux considérer X moins B. X moins B, je peux l'écrire alors X moins A plus B moins A. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je sais sur le petit b? Si le petit b est là-dedans, je sais que la valeur absolue de b moins a est plus petite que r. Donc ça, c'est plus petit que r. Donc vous voyez, même si je prends un x, j'aurais peut-être intérêt à le prendre quelconque. Hop là. Si je prends simplement un x dans K. Donc x moins b va être plus petit que r, si et seulement si cette quantité-là est plus petite que r. D'accord. Ça, donc, je peux le majorer immédiatement par le max de valeur absolue de x moins a et de b moins a. D'accord. Ça, j'ai déjà dit, c'est plus petit que r. Donc on voit que cette quantité-là va être plus petite que r si, en fait, et seulement si, cette quantité-là est aussi plus petite que r. D'accord. Donc x moins b plus petit que r, par ce raisonnement-là, c'est équivalent à x moins a plus petit que r. D'accord. Autrement dit, les boules sont exactement les mêmes. Donc les boules fermées de centre A et de rayon R, de centre B et de rayon R sont les mêmes. Autrement dit, vous pouvez choisir le centre d'une boule là où vous voulez. Donc ça aussi, c'est un côté un peu perturbant, évidemment. Mais voilà, c'est la réalité des corps p-adiques ou des corps ultramétriques, il va falloir s'en accommoder. OK. Alors, bon, ça, pour être franc, ça me gêne pas tellement. Ce qui est plus problématique, c'est les conséquences topologiques qu'il y a, qui vont donner vraiment des différences frappantes entre les nombres complexes et les nombres et les corps ultramétriques, les nombres p-adiques. Alors, donc conséquences topologiques. D'accord, donc on a donc je peux avoir donc sur C d'un côté et sur disons alors les corps p-adiques, donc disons QP ou C double parenthèse T, ou n'importe quel corps avec la valuation triviale, voilà, qui vont être mes exemples favoris de corps ultramétriques, qui vont fonctionner tous plus ou moins pareil. Ah oui, pardon, oui. C'est est-ce que... oui, je le fais... non, j'hésite à le faire tout de suite ou à le faire après. Je vais le faire... je vais le faire après, si tu permets. Pensez juste simplement ici corps ultramétrique, ça ira très bien. Ça n'a rien de spécifique, c'est juste que c'est les exemples que j'aime avoir en tête. Je reviendrai dans une seconde sur celui-là. D'accord, donc conséquences topologiques. Alors sur C, disons qu'on connaît très bien. Donc C, ici, je ne le précise pas quand j'écris rien, c'est je le munis de la valeur absolue usuelle, pas d'une valeur absolue exotique comme la valeur absolue triviale. C'est le C qu'on connaît tous. Donc celui-là, par exemple, il est connexe. Et localement connexe même. Okay. Et ici, de ce côté-là, en fait, c'est à peu près aussi, disons, aussi disconnexe que possible. Précisément, les composantes connexes, donc les composantes connexes de ces corps-là vus en tant qu'espace topologique, correspondent exactement aux points. D'accord ? Donc les points sont quand même connexes, il ne faut pas exagérer, mais ils sont, voilà, c'est les plus gros, les plus gros connexes que vous puissiez trouver, pardon. Pourquoi ? Ça, c'est une conséquence en fait assez directe de ce que j'ai écrit sur les disques là-bas. Partez de votre point, disons petit a dans K,
Ok. Je vais essayer de, de trouver un connexe maximal qui contient celui-là. Bon, bah, j'ai envie de commencer par, je ne sais pas, une boule de centre A et de rayon R, avec R strictement positif. Ça paraît une bonne idée pour construire un connexe, d'accord? Bon, et enfin voilà, le truc qu'on a l'habitude, je prends un disque et je regarde. Bon, est-ce que celui-là est connexe? Réponse, non. Pourquoi? Parce que je peux toujours trouver un rayon un peu plus petit, disons R1, qui est coincé entre R et 0, strictement positif, et je mets à l'intérieur le disque de centre A et de rayon R1, d'accord? Mais celui-là, c'est un disque fermé. Bon, les disques fermés sont fermés, d'accord? Et les disques fermés sont aussi ouverts, c'est ce que j'ai démontré là-bas. Donc là, vous avez à l'intérieur une partie qui est à la fois ouverte et fermée. Donc ça vous dit que celui-là n'est pas connexe. Bon, ok, je peux réessayer avec celui-là. Évidemment, vous voyez bien comment on fait. Bah, je reprends un rayon R2 plus petit, et je continue, et vous voyez qu'à chaque fois, je peux prendre des suites de rayons plus petits. À chaque fois, j'aurai des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées, qui vont contenir mon point. Il n'y a jamais un connexe qui va rentrer là-dedans. Donc les seuls connexes que vous puissiez trouver, c'est les points. Bon, ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est ici, C est localement compact. Et de l'autre côté, alors c'est ce qu'Antoine nous a raconté ce matin, je ne vais peut-être pas revenir dessus. En général, ce n'est pas localement compact. Bon, ok. Et donc ça, c'est vraiment des propriétés topologiques très différentes et pas particulièrement agréables pour beaucoup de choses. D'accord ? Donc quand on fait de l'analyse réelle ou de l'analyse complexe, il y a partout des raisonnements de connexité, des raisonnements de compacité, etc. Notamment, et c'est une des choses qu'on aime bien faire avec cette théorie, c'est de regarder des fonctions analytiques, des fonctions holomorphes, si vous voulez. Si vous pensez aux fonctions holomorphes, normalement, il y a des propriétés phares qu'on a en tête. C'est le principe du maximum, pour lesquels il va falloir quand même un minimum de compacité, et puis propriété des zéros isolés, pour lesquels il faut de la connexité, sinon tout s'écroule. Donc là, si vous faites une théorie naïve de ce côté-là des fonctions analytiques, tout s'écroule. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment essayer de réparer tout ça et de retrouver une certaine analogie entre les mondes complexes et les mondes non archimédiens. Alors, bien. Qu'est-ce que je raconte après? Oui, alors peut-être que... oui, comme je vais suivre la suggestion de Claude, je vais parler un petit peu maintenant là, de ce corps C double parenthèse T, le corps donc ça c'est le corps des séries de Laurent, qui va être mon exemple préféré, en tout cas dans ce cours. Sinon, dans la vie en général, j'aime bien les cordes trivialement valuées, comme l'a dit Antoine. Mais donc, voilà. Ici, je vais plutôt prendre les cordes de série de Laurent. Alors, en fait, il y a essentiellement, en oubliant les cordes trivialement valuées voilà, à mon corps défendant, il y a quand même deux grandes familles de corps péadiques, enfin de corps non archimédiens. Il y a les corps péadiques, mais que je vais laisser à Serge, et les cordes de série de Laurent. Donc, que je vais prendre systématiquement comme exemple, et dont je vous montrerai une application de ces corps de série de Laurent demain, à des choses plus concrètes, entre guillemets, à des polynômes complexes. Donc on peut simplement prendre ça comme... Alors, il y a la définition pour laquelle je ne me mouille pas, ce serait le complété de C parenthèse T, donc des fractions rationnelles sur C, pour la valeur absolue qu'Antoine avait noté ce matin. Comment tu as noté ? M0, voilà. Le M0 égale exponentielle moins V0, c'est ça ? Voilà. Donc j'ai envie d'appeler valeur absolue T adique. Donc il faut essentiellement connaître la valeur absolue de T. Donc très concrètement, c'est quoi ? On peut voir ça comme... j'y reviendrai de toute façon un peu plus tard. Donc des séries de la forme, alors disons AN T puissance n, pour n plus grand qu'un certain n0, n0 qui est dans Z, le n0 éventuellement négatif. Et puis, voilà, je vous demandais simplement que les coefficients soient dans C. Et puis, comment je calcule la valeur absolue d'une série comme ça ? Donc pour une série de ce type-là, donc si le n0 est non nul, à ce moment-là, c'est l'évaluation de cette série-là. La valeur absolue de ma série,
qui va s'appeler la petite f, ça va être, alors avec les notations qui sont là, ça va être exponentielle de moins n0. D'accord ? Pardon ? Oui, pardon. Merci. Donc c'est voilà, il faut simplement connaître le premier terme. D'accord ? Et bon, le E là, c'est une normalisation un peu quelconque. Hein. Ce que j'aime bien écrire, c'est plutôt valeur absolue de t à la puissance n0, qui est rigoureusement la même chose, que je trouve un peu plus parlant. Hop. Ok. Alors. Bon. Donc maintenant, comment essayer de rejoindre ces mondes archimédiens, non archimédiens ? Alors. Bon, je vous donne la solution tout de suite. D'accord. Donc il y a une construction qui n'est pas du tout évidente. Donc c'est une construction que je vais présenter sous le nom de la droite de Berkovitch. Alors, okay. Qui est je ne vais pas faire d'aperçu historique là-dessus. Pardon ? C'est ça, exactement. Alors, j'allais expliquer pourquoi elle n'est pas due à Berkovitch. Après, on verra pourquoi elle n'est pas non plus droite. Mais non, c'est pas vraiment dû à Berkovitch. Elle était connue en fait assez longtemps avant Berkovitch pour différentes raisons. Enfin, mais voilà, je l'appelle la droite de Berkovitch. On l'appelle en général la droite de Berkovitch. C'est Berkovitch qui en a quand même fait, disons, un objet mathématique remarquable dans le paysage, et qui a vraiment montré comment on pouvait l'appliquer, comment on pouvait généraliser sa définition, etc. Donc je vais garder cette terminologie-là. Alors, quelle est l'idée de cette droite de Berkovitch ? Donc je vais vous la donner, simplement quand même l'idée. C'est que l'espace qu'on a là-bas, sous-jacent, disons, à ces doubles parenthèses T, par exemple, il ne nous plaît pas tant que ça à cause des mauvaises propriétés topologiques. Donc l'idée, ça va être construire un nouvel espace en partant, non pas du corps dont on dispose au départ. Alors je devrais fixer pardon, je le mets ici, fixons donc K avec une valeur absolue comme tout à l'heure, corps évalué, ultramétrique, et puis je vais le prendre complet aussi. Ok, pensez vraiment occuper ou c'est double parenthèse. Construire, donc ce qu'on veut faire, c'est construire un nouvel espace en partant des fonctions qu'on souhaite trouver. D'accord. Et ici, alors je veux construire une droite. Okay. Alors oublions peut-être la terminologie de droite, mais donc je veux construire un espace qui correspond à quelque chose où il y a une variable. Donc ici, quelle fonction on aimerait bien avoir comme fonction sur une droite ? On aimerait bien, je vous donne la réponse aussi, on aimerait bien avoir des polynômes en une variable, qu'accrocher x. D'accord ? Vous avez une droite, vous avez envie d'être capable d'évaluer vos polynômes en chaque point de cette droite. Okay. Bon. Et ça paraît peut-être un peu bizarre, je veux dire, je sais quelle fonction j'ai, je sais quelle fonction que je vais étudier, je veux construire l'espace en partant de cette donnée-là. Ok. Après, c'est peut-être pas... Il y a des théorèmes qui vous disent que ce n'est pas forcément une façon de procéder complètement idiote. Par exemple, on sait que, théorème, si je prends un espace... ah oui, alors je ne vais pas l'appeler X, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, S, espace métrique compact. Vous pouvez envoyer S dans l'ensemble des caractères des fonctions continues de S dans C. D'accord ? Et ça, c'est une bijection. Même un homéomorphisme si vous y prenez bien. D'accord ? Alors, ouais, je m'y mets tout de suite. Hop là, je prends un peu de place là.
Donc ici, un caractère, ça va être alors, un morphisme alors, de cette algèbre, donc ces fonctions continues de S dans C lui-même. Donc ça, c'est une algèbre avec addition et multiplication héritée de celle de C. Et je prends un morphisme d'algèbre ici. Un morphisme d'algèbre, d'anneau, ce que vous voulez, qui respecte donc l'addition et la multiplication. Un exemple typique de caractère, c'est si je prends un point, disons petit s, dans S, je peux vous définir un caractère, c'est-à-dire un morphisme comme ça, en prenant, donc il faut qu'à une fonction f, j'associe un nombre complexe. J'ai une façon assez claire de le faire, c'est d'évaluer la fonction f sur mon point petit s de mon espace métrique. Donc à f, j'associe f de s. OK. Donc ça, c'est bien défini. Est-ce que c'est un caractère? Quand je prends f plus g, je vais l'envoyer sur f de s plus g de s. Quand je prends f fois g, je vais l'envoyer sur f de s fois g de s. Ça respecte ce que je veux, c'est un caractère. Okay. Et donc vous voyez que ça nous permet, en fait, cette construction-là, d'envoyer, en envoyant le point petit s, donc j'ai déjà une application de S dans l'espace des caractères. Vous envoyez S sur qui S. Et ce qu'affirme ce théorème, c'est que c'est une bijection. Si tu mets morphisme d'anneau, tu ne peux pas composer par un automorphisme sauvage de C Oui, je veux que je mette morphisme d'algèbre ici peut-être, oui. Pardon, ouais, je vais respecter la structure complexe à gauche et à droite. Oui, ok. Merci. Si. Voilà. Bon, donc, je ne sais pas si vous connaissez ce théorème-là, sous une forme ou sous une autre. Bon, c'est quelque chose de relativement classique. Une autre façon de le voir, c'est de regarder, donc ça c'est un morphisme d'algèbre, je peux considérer son noyau. Son noyau, il va être forcément surjectif, donc le noyau c'est un idéal maximal de l'ensemble des fonctions continues. Les idéaux maximaux des fonctions continues, c'est exactement l'ensemble des fonctions qui s'annulent sur un certain point donné. Voilà, et vous retrouvez le point, ça vous redonne la surjectivité. Bon, il y a plusieurs façons de faire ça. Voilà. Mon but, ce n'est pas de raconter la démonstration de ce théorème, c'est de me montrer qu'effectivement, il y a des théorèmes comme ça dans la littérature qui vous disent qu'en connaissant les fonctions, ici, si je connais l'espace de fonctions, je peux en fait retrouver l'espace sous-jacent. Et même la topologie si on fait ce qu'il faut. Donc il faut penser à ça en se disant, ok, donc j'ai ça en tête, et je vais essayer de faire une construction du même type à partir de mon espace de polynômes. Oula. Je vais construire un ensemble, et même un espace topologique, qui sera peut-être adapté. Donc il y a évidemment des généralisations de ce genre de choses. Si vous avez fait un peu d'analyse fonctionnelle, il y a l'autre brosse, ça fasse beaucoup mieux. Donc il y a le théorème de représentation de Gelfand sur les algèbres, sur les C-étoiles algèbres, ce genre de choses là. C'est des généralisations de ce genre d'énoncé. Et Berkovitch vient encore généraliser ce genre de choses. D'accord ? Juste pour essayer de vous dire que c'est pas complètement farfelu d'essayer de faire ça comme ça. Vous partez des polynômes et vous allez définir quelque chose. Allons-y. Donc je vous donne la définition. Alors, c'est comme ça. Donc la droite de Berkovitch est, alors en tout cas ensemblistement, alors je l'écris en français, puis après je retraduis, l'ensemble des semi-normes multiplicatives sur les polynômes, donc c'est là qu'intervient mon anneau de polynôme, qui induisent donc la valeur absolue qui induisent la valeur absolue donnée sur petit k. D'accord ? On se souvient que k est muni d'une valeur absolue, on fait ça. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Donc c'est l'ensemble. Je retraduis ma définition en termes un peu plus formels. Donc c'est l'ensemble des applications. Alors, semi-norme multiplicative sur k crochet x. Donc c'est comment ? Alors c'est une application comme ça. Donc en fait, donc là il y a un petit saut conceptuel à faire. Donc les points de la droite de Berkovitch, c'est des semi-normes.
Alors, du coup, je ne sais pas trop comment les noter, soit comme les points, soit comme les semi-normes, donc je ne vais pas trop me décider, je vais noter les deux, c'est-à-dire je vais noter une sorte de valeur absolue ici avec un x en indice pour me souvenir que c'est un point. D'accord ? Ça ne veut rien dire, c'est juste une notation. Hein, donc, mais c'est une semi-norme multiplicative, donc en tout cas, ça va de k x dans R+. D'accord ? Alors, qui satisfont un certain nombre de propriétés. Donc, semi-norme multiplicative. Alors, je veux que... donc, ça va ressembler beaucoup à la définition que donnait Antoine ce matin de valeur absolue. Semi-norme multiplicative, essentiellement, c'est une sorte de semi-valeur absolue. C'est-à-dire une valeur absolue, vous autorisez éventuellement un noyau non trivial. Donc, vous envoyez 0 sur 0, vous envoyez 1 sur 1. Ensuite, vous demandez l'inégalité triangulaire. Donc, pour tout fg dans k x. Alors, quand je calcule ma semi-norme en f plus g, j'obtiens quelque chose inférieur à la somme des deux semi-normes. Multiplicative, troisième point. Donc, quand j'évalue sur le produit, j'obtiens exactement le produit des évaluations. Et troisième chose, il ne faut pas oublier que je suis parti d'une valeur absolue sur k et je demande que ça coïncide. Donc pour toute petite a dans k, la semi-norme donnée, la semi-norme que je considère me redonne la valeur absolue de départ sur a. Donc c'est ça. C'est des applications qui satisfont ces conditions-là. Ok. Alors, c'est pas fini, mais j'aimerais bien tout garder sur un tableau. Je vais mettre dans un petit coin là, peut-être. Hop. La définition est finie. Ce qui n'est pas fini, c'est la topologie. Je vais faire ça proprement quand même. Ah oui. Alors, notation. Hein, donc, notation. Je la mets là. Donc, c'est la notation qui est due à Berkovitch. C'est pas forcément son point fort, les notations. Et donc ça, c'est A1 analytique sur K. Ok. Bien. Je continue. Donc là, j'ai un ensemble. Et alors, j'ai quand même parlé des défauts topologiques des corps non archimédiens, des corps ultramétriques. Donc là, je suis obligé de vous donner une topologie, si je vais après vous montrer qu'elle a de bonnes propriétés. Topologie, alors la vraie définition, c'est la topologie la plus faible, donc qui rend continu. Alors si vous pensez analyse fonctionnelle, etc., ça va être quelque chose comme la topologie faible étoile. Sinon, c'est la topologie la plus faible qui rend continu les applications de la forme. De la forme suivante, donc qui vont aller de la droite de Berkovitch dans R, et qui, à un point de cette droite, vont associer donc la semi-norme évaluée en P, donc pour un certain P dans K crochet X. D'accord ? Hein, si les quantificateurs ne sont pas clairs, c'est pour tout polynôme P. Je demande que l'application qui est ici, qui essentiellement consiste à évaluer mon polynôme P sur la semi-norme, que cette application-là soit continue. De manière plus concrète, hein, donc je veux rendre ces applications-là continues. Donc je veux, ici, là, sur R, plus R, peu importe, j'ai une base d'ouvert qui m'est donnée par les intervalles ouverts. Et donc je demande simplement que les images réciproques de tous les intervalles ouverts par ces applications-là soient encore ouverts. Donc ça veut dire qu'on a une base d'ouvert est donnée par, alors disons l'ensemble des semi-normes là, telles que un polynôme P donné soit compris entre deux bornes petit s, petit r et petit s. Donc, et là, vous faites varier P dans les polynômes, R et S dans les nombres réels. D'accord ? Vous faites varier P, vous faites varier R, vous faites varier S, ça vous fait toute une famille d'ouverts, vous prenez tout ça, vous prenez des intersections finies, des unions autant que vous voulez, et ça vous fait une topologie. C'est ça. Ok, bon.
Alors, oula, hop. Très bien. Donc là, le but là, de ces exposés, c'était, enfin en tout cas le titre même de la série, c'est plus promenade non archimédienne, etc. Donc là, alors, là, il faut imaginer que j'ai pris un point de vue un peu différent. C'est-à-dire, c'est au lieu de faire une promenade tranquille et on arrive ici, je fais un peu l'inverse, quoi. D'accord ? Je ne sais pas si voilà, vous avez pris le RER ce matin, vous avez fait la montée des marches de Lozère. Là, c'est un peu l'équivalent, quoi. C'est là, on est arrivé tout en haut. Ok, donc on a quand même bien transpiré. Et puis, je vous donne la définition directe. Et maintenant, voilà, une fois qu'on est en haut, on va essayer de regarder le paysage et de comprendre un peu ce qui se passe. Okay. Donc mon but là, dans le temps qui me reste, c'est de démystifier un petit peu cette définition, de montrer qu'en fait elle est beaucoup plus concrète qu'il y paraît, qu'on peut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et calculer tout un tas d'exemples qui nous montrent à quoi ressemble vraiment cet espace-là. C'est beaucoup moins mystérieux qu'il y paraît. Alors, donc la première chose à faire, c'est vous avez cet espace-là et vous voulez quand même vérifier qu'il y a des choses qu'on s'attend à retrouver. Par exemple, c'est une droite sur K. Droite, alors de Berkovitch si vous voulez, mais droite quand même. Donc on s'attend à retrouver tous les points de K. Donc première chose. Donc j'affirme qu'on retrouve les points de K, ou les éléments de K. Comment ? Donc, prenons un élément, disons petit alpha dans K. Et je veux lui associer un point de la droite de Berkovitch, autrement dit une semi-norme multiplicative, blablabla. Donc il faut que je construise une application qui va de K crochet X dans R plus. Ok, allons-y. Donc je pars d'un polynôme P. Je veux construire un élément de R plus. Bon, donc là, je n'ai pas tant de choses que je peux faire, mais j'ai un élément alpha ici. Donc ce que je vais faire, c'est évaluer mon polynôme P en alpha. Donc ça correspond à ce que j'ai fait avec le caractère tout à l'heure. Alors là, je tombe dans le corps, donc ça ne marche pas. Mais j'ai une valeur absolue qui m'est donnée sur mon corps. Je compose avec cette valeur absolue. Et là, je tombe bien dans R+. Et vous vérifiez facilement que tout ce que je veux est satisfait. On a l'inégalité triangulaire ici découle directement de l'inégalité triangulaire sur la valeur absolue. La multiplicativité aussi, etc. etc. On voit aussi là l'intérêt de ne pas prendre un espace de valeur absolue, mais de semi-normes multiplicatives, parce qu'ici, on va avoir évidemment des semi-normes qui ont un noyau. X moins alpha va être envoyé sur 0. Okay. Donc là, j'ai bien associé, donc celui-là, je vais l'appeler valeur absolue indice alpha. Donc là, à tout point de K, j'associe une semi-norme. Okay. Donc je retrouve au moins mes points de K. Première chose. Alors, après, évidemment, si on fait cette construction, c'est qu'on s'attend à en retrouver un peu plus. Okay. Donc, alors, on retrouve les points de K. On a aussi des points dans les extensions. Alors, disons dans les extensions. Je peux peut-être commencer par les extensions finies. Alors, là, je ne vais pas faire la théorie générale, je vais vous donner un exemple. Donc, je prends... dans ces exposés-là, je vous dis mon exemple préféré, c'est C double parenthèse T. Donc les séries de Puiseux, les séries de Laurent, pardon. Et alors celui-là, je peux le voir à l'intérieur d'un autre corps de série que j'ai envie de noter comme ça. C de double parenthèse racine de T. D'accord ? Donc ça, c'est simplement un autre corps de série. Et j'ai simplement, si vous voulez, j'ai extrait une racine carrée de T. Okay ? Et à partir de ça, alors là, on a une valeur absolue qui est ici, qui est définie comme tout à l'heure, en fixant la valeur absolue de T. Vous voyez que si je fixe la valeur absolue de T, la valeur absolue de racine de T, elle est fixée. Et par la multiplicativité, elle est fixée à la racine carrée de la précédente. Okay. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux construire, et je peux prendre n'importe quel point là-dedans. Par exemple, je peux prendre le point racine de T. Et alors, je prends ici mon corps C double parenthèse T, j'ajoute ma variable X, et je construis un point ici. Je peux de nouveau envoyer un polynôme P de X. Je peux cette fois-ci l'évaluer en P de racine de T, et puis composer avec ma valeur absolue. D'accord ? Donc l'élément racine de T, il ne vit pas dans le corps de base, mais ça ne m'empêche pas de définir une valeur absolue, ou une semi-norme multiplicative, sur C double parenthèse T. Ok.
Donc ça, c'est déjà une certaine caractéristique de la droite de Berkovitch. Elle va avoir non seulement les points du corps, mais les points qui vont vivre dans certaines extensions, dans les corps un peu plus gros. Alors, il faut faire tout de même attention à ce que... attention, parce que si on joue voilà, à ce genre de choses, on peut se retrouver à écrire de façon différente des points qui sont en fait les mêmes. Par exemple, ici, la valeur absolue associée à racine de t, ou la valeur absolue associée à moins racine de t, ça va être exactement les mêmes. Ok. Et bon, donc ça c'est une première chose. Donc on voit qu'on a toute une famille de points. Alors, je regarde juste l'heure pour savoir ce que je raconte maintenant. Ok. Bien. Et on a, on a encore d'autres points. Voilà, d'autres points qui vont être vraiment le sel de la théorie. Alors, je vais vous en définir un à la main, donc qui est ce qu'on appelle ici le point de Gauss, alors qui va être défini de la façon suivante. Donc, je vais prendre K crochet X, et je vais donc de nouveau dans R+. Donc ici, je peux prendre un polynôme que je vais écrire sous la forme somme des CI x puissance i, et je vais lui associer le maximum des valeurs absolues de CI. Okay. Donc ça, c'est une valeur absolue que je vais appeler voilà. Pardon, c'est une semi-norme. Donc, et ce que j'affirme, non, ça je vais le garder un petit peu ici. Tant pis pour la topologie. Hop. Je peux même écrire là. Donc ce que j'affirme, proposition, si vous voulez, c'est que cette semi-norme-là est une valeur absolue. Okay. Sur K crochet X, effectivement. Donc là, c'est vraiment une norme multiplicative, si vous voulez, sur K crochet X. Donc ça me donne un point de l'espace de Berkovitch. Alors, donc il y a un certain nombre de propriétés à vérifier, que ça envoie 0 sur 0, que ça envoie 1 sur 1, pas de problème. L'inégalité triangulaire, ce n'est pas un problème non plus. Hein, elle est vraie coefficient par coefficient, et là je définis ma norme à partir des coefficients. Le quatrième point, les polynômes constants, on voit directement que c'est leur bonne valeur absolue. Le seul point qui n'est pas clair, c'est 3, c'est la multiplicativité. Okay. Et alors, il y a... Ok. Bon, je peux vous donner donc, une esquisse de démonstration de ce truc-là. Donc le seul point délicat, c'est donc là, la multiplicativité. Donc c'est ce que j'appelais petit 3 dans la définition. D'accord. Alors, ça peut tout à fait se faire à la main, mais voilà, comme Antoine a parlé de corps résiduel de réduction tout à l'heure, je vais utiliser ça. Donc si je reprends, donc je ne vais peut-être pas le faire dans le cas général. Le cas général s'y ramène assez vite en fait. Donc supposons que je vais supposer que donc la norme de Gauss de f, je vais prendre deux polynômes, peut-être que la norme de Gauss des deux soit égale à 1. Bon, si jamais ce n'est pas égal à 1, vous pouvez toujours multiplier par un coefficient. Alors bon, vous supposez que les deux soient non nuls. Si l'une des deux est nulle, ce n'est pas très difficile. Si la norme n'est pas égale à 1, en multipliant par un coefficient convenable, vous allez vous y ramener. Et la multiplicativité vous permet de sortir tout ce qui vient du corps. Donc le vrai problème, c'est celui-là. Quand les deux sont de valeur absolue égale à 1, il faut montrer que le produit, ce qu'on veut montrer, c'est que la norme du produit est encore égale à 1. D'accord ? Et comment on fait ça ? Je peux faire, donc je rappelle ce qu'a introduit Antoine tout à l'heure. Donc il avait cet anneau grand A qui était l'ensemble
des éléments dans K de valeur absolue plus petite que 1, avec un idéal maximal grand M, si je ne m'abuse, qui était l'ensemble des éléments de valeur absolue strictement plus petite que 1. Et on peut regarder le quotient A sur M, qui est un corps. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça signifie que dire que la valeur absolue, pardon, je ne sais pas comment je l'appelle pour le moment, la semi-norme là, de Gauss, dire qu'elle est égale à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maximum des coefficients est égal à 1. Donc je dois avoir un des coefficients qui est là-dedans. Donc ça veut dire que oui, qui est un des coefficients, donc tous les coefficients doivent être là-dedans, maximum, donc ils sont tous plus petits que 1, et il y en a au moins un qui n'est pas là-dedans. D'accord? Donc quand je vais réduire modulo m, je vais au moins garder un coefficient. D'accord? Donc l'image de f dans A sur m crochet x est non nul. D'accord? Il y a un coefficient non nul qui est de norme exactement 1. Okay? Pour G, c'est pareil. L'image de G dans celui-là est non nulle. Okay? Et maintenant, pour FG, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais regarder le produit F fois G. Ce que je sais, c'est que l'image de FG dans A sur M crochet X est non nulle. Alors ça, pourquoi? Parce que je suis en train de faire un produit, je fais un produit de deux images. Là, j'avais un morphisme d'anneaux. Et donc j'ai deux polynômes. J'ai fait un produit de polynômes non nuls à coefficient dans un corps. Donc je sais que ça, c'est non nul. D'accord? Et puisque c'est non nul, ça m'implique, c'est l'autre sens de l'équivalence, que la valeur absolue de Fg est égale à 1. Okay, ce que je voulais démontrer. Donc vous pouvez passer par la réduction pour démontrer ça. Okay, ça, voilà. Si vous regardez ça d'un peu plus loin, vous devez voir aussi pourquoi on appelle ça point de Gauss. En pensant à la réduction, si au lieu des polynômes j'avais des nombres entiers ou quelque chose comme ça, dire que c'est égal à 1 ou des nombres entiers, la valeur absolue p-adique par exemple, dire que c'est égal à 1, ça vous dit que celui-là n'est pas divisible par p, celui-là n'est pas divisible par p, là je suis en train de dire que le produit n'est pas non plus divisible par p, ça c'est la contraposée du lemme de Gauss habituel. Si le produit est divisible par p, alors l'un des deux facteurs est divisible par p. C'est exactement ça, retraduit dans un contexte un petit peu différent. Okay? Quoi qu'il en soit, donc là on a vraiment un nouveau point. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le monde complexe. Si vous prenez, vous avez tout à fait le droit de prendre cette définition-là. C'est très facile de montrer que ce n'est pas du tout multiplicatif en complexe. Alors, donc ça c'est un nouveau point. Donc déjà on voit des choses apparaître à partir de la définition de Berkovitch. Et on a en fait toute une famille de nouveaux points qu'on peut construire comme ça, en faisant avec des petites variations sur cette construction. D'accord? Et alors encore d'autres points. Donc là, dans cette valeur absolue de Gauss, là, en fait, il y a deux choses que j'ai choisies, même si on ne les voit pas trop. J'ai choisi une sorte de centre et de rayon. Donc je vais en choisir d'autres. Donc je prends un alpha dans K, et puis je vais prendre un R, un rayon dans R+, positif, dans R+. Okay. Et je peux définir une sorte de norme de Gauss translatée, la modifiée, de la façon suivante. Donc je vais mettre un alpha et un R en indice. Okay. Et donc c'est une semi-norme sur les polynômes. Alors, et cette fois-ci, alors là vous voyez que j'ai écrit le polynôme dans la base des puissances de x. Donc je peux l'écrire dans une autre base si je veux. Ici, comme j'ai introduit un alpha, je vais plutôt l'écrire dans la base des puissances de x moins alpha. Donc somme des ci, x moins alpha, puissance i. OK. Et puis, ici, ce que je vais mettre, ce n'est pas le maximum des... Alors, il va y avoir le maximum des valeurs absolues des ci,
Mais je vais changer ça un tout petit peu. Je vais mettre un facteur R puissance I ici. D'accord ? Donc je fais intervenir à la fois le rayon pour choisir le développement, et, le centre pour le développement, et le rayon dans le calcul de la valeur absolue ici. Okay ? Et ça, de nouveau, ça c'est une semi-norme multiplicative. Je l'écris ici. Donc ça c'est une semi-norme multiplicative. Multiplicative sur K crochet X. Autrement dit, un point de l'espace de Berkovitch. Alors, ouais. Okay. Très bien. Alors, mais maintenant il y a quelque chose, voilà, une question qu'on peut se poser. Donc là, on voit que j'ai tout un tas de points. En quoi ça règle le problème? Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas complètement apparent, mais on voit qu'il y a quand même des choix dans cette définition. D'accord? Là, bien sûr, l'écriture de mon polynôme, bon, bah là, il y a un choix de cette base. Il y a un choix de base, il y a tout, enfin, je pourrais écrire a priori mon polynôme autrement. Et la question, c'est est-ce que les valeurs absolues qui sont ici, là, les semi-normes qui sont là, est-ce qu'elles sont vraiment toutes différentes ou pas? Autrement dit, est-ce que là, j'ai l'impression que j'ai une copie de K dans mon espace, que j'ai une copie de R+, voire une copie de K croix R+, il se trouve que ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, tel que défini comme ça, il y a pas mal de semi-normes qui vont coïncider. Et on peut le faire tout à fait explicitement. Alors, je vais faire comme ça. On peut définir, alors pour mieux le faire, je pense que le mieux c'est de définir une relation d'ordre sur ma droite de Berkovitch. Alors, je peux comparer les points de la droite de Berkovitch de la façon suivante. On va dire que la semi-norme X est plus petite que la semi-norme Y si, pour tout polynôme à coefficient dans K, bien là, quand j'évalue la semi-norme en P, quand j'évalue la semi-norme en P, la semi-norme de X en P, c'est plus petit que la semi-norme de Y en P. Ça fait une relation d'ordre. Ce n'est pas une relation d'ordre totale, hein. Je n'affirme pas que tous les points sont comparables. Vous pouvez définir la même relation d'ordre sur C, c'est absolument inintéressant, il n'y a pas deux points qui sont comparables. Mais ici, ça l'est beaucoup plus. Et ce qui est mieux, c'est qu'on peut caractériser. Alors, je vais juste regarder les points qui sont comme ça. Donc, je me demande quand est-ce que la semi-norme associée à alpha R est plus petite que la semi-norme associée à bêta S, disons. Bon. Et ce que j'affirme, c'est qu'on peut traduire ça de manière très concrète en termes de alpha et de bêta, et de R et de S. Alors ça, c'est équivalent à dire que R est plus petit que S, et à dire que la valeur absolue de alpha moins bêta est plus petite que, je suis en train de m'embrouiller, que S aussi. Ok, bon. Et alors, bon, je peux vous donner une démonstration rapide de ça. C'est pas tant pour l'intérêt de la démonstration que pour faire manipuler un petit peu ces semi-normes-là, d'accord? Alors, on commence dans quel sens? Alors, le sens le plus simple, c'est celui qui va de la gauche vers la droite. Hein. Ok, donc je suppose que j'ai une inégalité entre ces deux semi-normes-là. Donc la semi-norme là de gauche, sur tous les polynômes, elle est plus petite que la semi-norme de droite. Donc je vais l'évaluer sur le polynôme, alors t moins bêta. Je vais écrire ça en t moins bêta. Donc on a t moins bêta, semi-norme alpha R, plus petit que t moins bêta, semi-norme bêta S. Ok, ça c'est ma définition de la relation. Je calcule. Je calcule chacun des deux membres. Alors, le deuxième est le plus facile, je vais commencer par celui-là. C'est quoi t moins bêta en bêta S? Donc je pars du polynôme t moins bêta, je dois le développer sur la base des puissances de t moins bêta. Bon, c'est déjà fait. Et j'applique, donc c'est max, j'ai un coefficient devant qui est 1 si vous voulez, donc ça vaut S par définition. Ok. Deuxième chose, t moins bêta sur la semi-norme alpha R. Qu'est-ce que c'est? Donc là maintenant, ma définition me dit qu'il faut écrire le polynôme t moins bêta sur la base des puissances de t moins alpha. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des t brusquement, là, parce qu'il y était des x partout. Désolé, hein, hop là.
Bon, je pense que ça se comprenait quand même. Donc qu'est-ce que ça fait dans la base des x moins alpha? Alors il faut mettre un alpha moins bêta plus x moins alpha. Ok, alpha R. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? C'est le max des coefficients de tous les termes du développement. Autrement dit, le max de valeur absolue de alpha moins bêta et de... Donc, le coefficient de développement, c'est 1 fois R. R puissance 0 ici, si vous voulez. Ici, R puissance 1. Ok, bon. J'en déduis quoi? J'en déduis que le max de alpha moins bêta et de R est plus petit que S. Ça doit être exactement ce qui est écrit ici. D'accord? Ouais. Hein? Merci. Ok. Et je peux vous faire l'autre sens. Oui. Alors, l'autre sens. Donc on suppose que R est plus petit que S, que alpha moins bêta est plus petit que S. Je regarde juste dans quel sens je fais les calculs. J'ai une chance sur deux de me tromper. À quelque chose près, ouais. Attends. Faut montrer pour tout polynôme, c'est ça le jeu. Attends, je me suis perdu dans mes notes. Merci. Alors, voilà, donc je prends un polynôme P dans K crochet X. Ça va être essentiellement la même chose, effectivement, et je veux montrer que quand je l'évalue en alpha R, c'est plus petit que quand je l'évalue en bêta S. J'écris ce polynôme P sous la forme somme des CI T moins bêta puissance I. D'accord. C'est juste pour ça que je regardais les notes. On a deux façons d'écrire le polynôme, soit dans la base des T moins alpha, soit dans la base des T moins bêta. Il y en a une qui marche et pas l'autre. Ok, et une fois qu'on a fait ça, bon, normalement c'est bon. Alors, le raisonnement qui est là vous dit exactement que, par le même raisonnement qu'avant, par le raisonnement d'avant, la valeur absolue de T moins bêta en alpha R est plus petite que la valeur absolue de T moins bêta en bêta S. C'est juste une retraduction des deux inégalités. Vous remontez, d'accord? Et après, il n'y a plus qu'à appliquer en utilisant les propriétés de l'inégalité ultramétrique. Précisément, donc la valeur absolue de P en alpha R, donc c'est la valeur absolue de cette somme-là, mais les propriétés, l'inégalité triangulaire à la ultramétrique vous dit que c'est plus petit que le max de chacun des termes de la somme. Autrement dit, max des CI, valeur absolue de T moins bêta puissance I. Ok. Et, en alpha R. Ok, je majore par la même chose en bêta S. Et puis, ici en bêta S, ça vaut juste S. D'accord, ça c'est S. Et donc ça, c'est rien d'autre que la valeur absolue de P par définition en bêta S. D'accord, donc on retrouve exactement ce qu'on veut. En particulier, donc là je vous ai fait une inégalité. En particulier, on peut déduire de ça le cas d'égalité. Les deux semi-normes vont être égales si et seulement si les rayons sont égaux. Donc là, on n'a pas de latitude sur les rayons. Si on veut deux semi-normes égales, il faut le même rayon. Par contre, on a une certaine latitude sur ce que j'ai envie d'appeler les centres. D'accord ? Et en fait, si vous réfléchissez, c'est exactement la même condition que l'égalité sur les disques. Bon. Et à partir de ça, on va pouvoir faire un dessin. Ici, non, là. Et donc c'est ça une des propriétés là, les plus frappantes et les plus intéressantes de ces espaces, c'est que ça se dessine. Ce qui n'est pas complètement évident. Donc, un dessin, je peux vous dessiner sur un tableau à quoi ressemble plus ou moins cet espace. Alors comment ça marche? Donc j'ai dit que je vais prendre K égale C double parenthèse T. Okay, pour fixer les idées. Alors je peux prendre un certain nombre de points de C double parenthèse T. Donc j'ai dit que dans la droite de Berkovitch, hop là, donc j'ai forcément tous les éléments de C. Donc je vais avoir le point 0. Je vais avoir, je sais pas, je peux mettre ici le point 1. Je peux mettre quelque part le point T, etc., etc. On verra pour les autres plus tard. Donc tous les points du corps de base correspondent à des semi-normes multiplicatives. Maintenant,
Alors j'ai tous les points de cette forme-là, valeur absolue alpha R. Donc je vais commencer par alpha égale 0, et je fais varier R. Hop. Donc par exemple ici, bon, bah, je suis à, voilà, j'ai un certain 0R, et puis là vous voyez que je vais faire varier R, la R va tendre, R croissant, quoi. D'accord ? Par exemple ici, je peux mettre valeur absolue 0, centre 0, rayon 1, etc. etc. Okay ? Bon, je peux faire la même chose ici. Hop. Alors, donc valeur absolue, je ne sais pas, de centre 1 et de rayon S, etc., etc. Bon, mais là, vous voyez que je suis en train de tracer des demi-droites parallèles. Est-ce qu'elles sont parallèles? Non, parce qu'elles vont se rencontrer à un moment donné. Et quand est-ce qu'elles vont se rencontrer? Alors, je voudrais qu'un point de la forme 0, quelque chose, 0R, soit égal à un point de la forme 1S. Donc ça me dit que les deux rayons doivent être égaux et doivent être plus grands que la distance entre les deux points. La distance entre les deux points, visiblement, c'est 1. Donc ils vont se rencontrer exactement quand mon rayon est égal à 1. Donc si je modifie un tout petit peu mon dessin, là, hop, en fait ça va par là. Parce que ce point-là, que j'ai appelé 0, 1, il s'appelle aussi 1, 1. Ces deux points-là sont les mêmes. Donc d'accord, vous partez du point 1, au lieu d'aller bêtement tout droit, en fait, à un moment, vous allez rejoindre cette branche ici. Et ça marche pour tout comme ça. C'est-à-dire, je vais effacer ma variation là. Hop. Si vous partez de ce point T qui est là, ça va être la même chose, à part que là, vous allez rejoindre la branche issue de 0, à quel moment? Au rayon qui va être égal. Le premier rayon, là où alpha moins bêta est plus petit que ce qu'il faut, c'est le rayon qui est égal à la différence entre les deux points, donc c'est égal à la valeur absolue de T. Donc ici, ce serait ce point-là. Disons, si je prends avec les notations de tout à l'heure, là c'était du 1 sur E. D'accord, le lien entre T et la distance entre T et 0. Ça se rejoint exactement à cet endroit-là. Et en fait, vous allez pouvoir mettre tous les points là, disons en bas de votre arbre si vous voulez, et ils vont toutes les branches issues de ces points vont toutes se rejoindre, plus ou moins près, en fonction de la valeur absolue que vous avez. Donc ça ressemble à ça. Par exemple, si je veux un point qui se raccroche avant, un point ici, je pourrais mettre T plus T2. D'accord ? Et puis là, j'ai mis 1, mais j'ai aussi le point moins 1 qui va se raccorder là, le point 2 qui va se raccorder là. Et puis vous pouvez faire tout un tas de branches comme ça. Par exemple, ici, j'ai 2 plus T. Par exemple, ici, j'ai 2 plus T moins T4, etc., etc. D'accord ? Donc vous voyez un peu à quoi ressemble le dessin. Et je peux rajouter des branches comme ça autant que je veux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc il y a des points. Donc ça vous dit un certain nombre de choses. Donc on obtient, si vous voulez, sur cet espace-là, on obtient un arbre. On obtient un arbre. Alors, bon, j'écris arbre sans préciser forcément exactement ce que je veux dire. On voit bien que ça a une tête d'arbre. D'accord ? C'est ce qu'on appellerait formellement un arbre réel. C'est-à-dire, on a peut-être tous en tête ce qu'est un arbre fini. Vous mettez des sommets, vous mettez des arêtes entre les sommets. Ça, c'est pas un arbre fini. Je suis parti de C double parenthèse T qui a déjà... Vous voyez que ça vous fait un nombre infini de sommets déjà. Et c'est pire que ça. Parce que, alors, vous voyez que on peut regarder où est-ce qu'on va avoir des points de branchement. On va en avoir énormément. On va en avoir dès que deux éléments, le rayon correspond à la distance entre deux éléments du corps. Donc ça en fait un ensemble, là, au niveau de 0, il y a un point d'accumulation. Donc ça fait énormément de points par ici. On pourrait même en avoir partout. Et puis, vous voyez que le nombre de branches est aussi très grand. Par exemple, ici, au voisinage là, vous avez en fait les branches qui partent de là vont correspondre au corps résiduel. Dès que deux éléments sont de valeur absolue égale à 1, les deux branches correspondantes vont se rejoindre dans ces points-là. Donc, au niveau de chaque point, vous pouvez avoir un nombre infini de branches. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de regarder comme arbre fini, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, mais il y a quand même une bonne structure d'arbre. Donc, ce qui à la fois est très sympathique, ça vous implique... Alors, j'ai dessiné presque tout l'espace. Ça vous implique la connexité par arc, mais vous voyez que ça l'implique de façon un peu bizarre, si vous voulez. Comment vous faites ? Par exemple, si je veux passer du point 0 au point 1, maintenant je sais que je peux le faire, mais il faut que je monte jusqu'à ce point-là, je fais croître les rayons, puis je fais décroître les rayons selon une autre branche. Ça fait un espace connexe par arc, en passant par ces nouveaux points de Berkovich. Donc ce que tu dis, c'est que cette figure,
Elle est valable topologiquement, elle a topologiquement. J'ai pas dit quelle était la topologie. Alors, ouais. Ouais, ok, je parle de connexité. Alors, au moins, ce que je peux dire sur la topologie, et ce qui est vrai, c'est que quand j'ai dessiné des segments, c'est vraiment un segment, topologiquement. D'accord? Donc, ce que je dis pas, c'est quels sont les voisinages des points qui sont là. Mais voilà, le segment là, 0 jusqu'à 0,1, il est homéomorphe par l'application petit r, là. Je vais peut-être l'écrire, ça ferait quand même pas de mal. Ce que je dis, c'est que je prends par exemple, si je prends deux points, le segment là, R et S, et je vais dans ma droite de Berkovitch, là, ouais, ça s'appelle comme ça. Si à un certain T ici, j'associe, ah oui, T c'est très mal choisi, là, il y en avait déjà un, moi j'ai appelé U, j'associe la valeur absolue alpha U. Ce que je dis, c'est que ça, c'est un homéo sur son image. D'accord ? Donc les segments, donc si vous voulez, l'image, c'est quelque chose comme le segment. Donc l'image, ce serait le segment entre alpha R et alpha S. D'accord ? Et donc quand je dessine un segment ici, ça correspond vraiment au segment réel dont on a l'intuition. Ça, c'est complètement vrai. Voilà, donc ça vous donne ça. Et ça vous dit quelque chose aussi d'un petit peu étonnant, qui est que la droite de Berkovitch, donc je suis parti de C, qui quand même est topologiquement de dimension 2, d'accord ? Enfin, l'espace topologique sous-jacent. Là, on a quelque chose qui est topologiquement une dimension 1. Donc ça, c'est quand même une différence assez frappante, et là pour le coup, on ne va pas pouvoir faire mieux. Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plus facile de traiter un espace de dimension 1 qu'un espace de dimension 2. La topologie a un côté même beaucoup plus simple quand vous la prenez. Alors après, il a fallu mettre tous ces nouveaux points, mais on a gagné un petit peu de ce côté-là. Ok. Bon, j'ai déjà... voilà, bon, donc ça, c'est juste pour vous donner déjà simplement une idée de ce à quoi peut ressembler la droite de Berkovitch. Et peut-être... ouais, alors qu'est-ce que je... Non, bah je crois que je vais m'arrêter là. Essayez juste de garder simplement ce dessin en tête, peut-être, de voir comment il est construit. Ça, c'est intéressant de voir ça. Donc, la droite de Berkovitch, elle va avoir cette structure d'arbre. Alors, il faudra que je dise un mot, sans doute peut-être demain, de la topologie, pour vous montrer pourquoi cet arbre-là effectivement va être localement compact. C'est peut-être pas complètement évident. Je ne sais pas si vous avez une intuition d'où ça peut venir. Donc il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est les voisinages de ces points-là. Donc les voisinages de ces points-là, ce n'est pas la topologie d'arbre, c'est une topologie, donc un voisinage de ce point-là va ressembler à quelque chose de comme ça. C'est-à-dire on s'autorise à couper un certain nombre fini de branches, mais on est surtout obligé de prendre tout le reste en entier. D'accord ? Donc les voisinages sont vraiment très gros. Donc ce qui vous explique que voilà, si vous prenez un nombre des ouverts comme ça, ils sont tellement gros que vous allez pouvoir extraire un nombre fini pour recouvrir ce que vous voulez. Vous êtes obligé d'avoir une propriété de ce type-là si vous voulez de la compacité. Voilà. Bon, donc ça, c'est juste une première approche de cet arbre de Berkovitch, voir un peu d'où vient cette connexité qu'on retrouve, et qu'on a des points qui sont quand même relativement concrets, on arrive à calculer avec. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions? Oui. C'est une question un peu vague, mais le groupe affine, il agit sur K crochet X par composition. Oui. Donc il va agir sur les semi-normes sur K de X. Oui. Et on a l'impression que tous les points de Gauss, là, alpha R, ils vont devenir équivalents ou c'est pas ça l'action du groupe affine, ça revient pas à translater et à changer le rayon R. La question de si. Est-ce que c'est vrai ça que tous tes points alpha R ils sont équivalents quand tu fais agir le groupe affine Oui, enfin après tous les points du corps de base eux-mêmes sont équivalents. Enfin, je peux faire. Ça je comprends, mais là, du coup ça fait changer aussi le rayon. Il faut que la valeur absolue prenne toutes les valeurs, parce que R, c'est si tu veux faire agir, oui. tu verras que les valeurs absolues. Quand le groupe affine, il est celui du corps K, quoi, c'est-à-dire K, crochet K, Y, K étoile. Alors si la validation est
sur R tout entier, ça va marcher, sinon il y a un problème. Effectivement, il y a ces types de points un petit peu différents. Enfin, alors les points ne sont pas tous les mêmes. On voit, donc il y a une classification des points qui est donnée par Berkovitch, qu'on voit bien là topologiquement. Il y a les feuilles, donc qui vont correspondre ici aux points de C double parenthèse T. Il y a, après, dans les points qui ne sont pas des feuilles, il y a ceux qui sont des points de branchement, où le rayon correspond à un élément du corps de base. Et il y a ceux qui ne sont pas de branchement, où le rayon petit r est jamais la distance entre deux éléments. Donc il y a ces trois types de points. Et comment ? Ni même la racine. Oui, tel que je l'ai fait, non, effectivement. Et donc ces types de points-là vont être préservés par le groupe affine. Par contre, après, oui, on peut effectivement tous les uns peuvent être envoyés sur les autres. Il n'y a pas de... D'accord, donc si je me réserve, si je me restreins à un type de point dans ceux qui ne sont pas de branchement, là j'obtiens un espace homogène sur le groupe affine, mais c'est pas vraiment problématique parce qu'ils se ressemblent plus que le dessin. Okay. Bon, c'est très vague, mais... Non, c'est pas ça. Par AX plus B, le truc alpha et R, il va sur A alpha plus B et valeur absolue de A fois R, un truc comme ça. Oui, il faut faire un calcul, mais c'est ça. Il faut le voir comme le sel. Oui, ce que je m'embête un peu, c'est que le dessin ne ressemble vraiment pas à un espace homogène. Ah bah non, il y en a vraiment, puisqu'il y a des points, il y a des rayons bizarres. Oui, c'est ce qu'il faut penser, c'est que les points, ces nouveaux points, là, ces normes de Gauss, correspondent vraiment à des disques. Donc voilà, il y a certains disques, donc on peut envoyer un disque sur un autre disque, éventuellement changer le rayon si on fait des homothéties, des choses comme ça, c'est pas un problème. Mais c'est exactement, on peut voir ça comme, oui, là tel que je l'ai fait, on peut le voir ça comme l'espace des disques. Ce qui est important, c'est que les rapports, il va y avoir une question de est-ce que le rapport est la valeur absolue d'un élément du corps multiplicatif, un truc comme ça. Si la valeur absolument prend toutes les valeurs. Oui, donc, dans la définition de la droite de Berkovitch, c'est une définition abstraite sur les objets. Là, on a des exemples. Est-ce que tout le monde est couvert comme ça? Tous les points ou pas? Ouais. Donc ça, c'est ce que j'ai pas dit. Donc la réponse, c'est non, mais presque. Alors ce qui manque, ouais, je peux vous dire ce qui manque. En fait, donc la construction de base, c'est cette construction de points de Gauss. Alors, si on veut bien faire les choses, il faut supposer K algébriquement clos. Bon, on peut toujours passer à une clôture algébrique complétée, ok. Hein, on va admettre ça. Et sinon, alors ce qu'on peut faire, on peut faire des choses amusantes qui sont prendre des suites de normes de Gauss comme ça, qui sont des suites décroissantes. Donc je prends une suite décroissante, d'accord. Et en fait, à ce moment-là, je peux regarder une nouvelle valeur absolue qui est donnée par, je sais pas, ça c'est ma suite V, je sais pas, Vn. Enfin, v, je vais mettre une jolie lettre comme ça, là, voilà, V. Et je peux regarder la semi-norme qui est donnée par la borne inférieure, si je veux, de ces valeurs absolues-là, de ces semi-normes-là. Ok. Et comme là j'ai pris une suite décroissante, la borne inférieure c'est la même chose que la limite. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que, et comme c'est la limite, ça va préserver toutes les propriétés qui sont là. D'accord, une limite, évidemment, toutes les inégalités vont être préservées par passage à la limite. Donc ça, c'est encore une semi-norme multiplicative. Donc la question, c'est est-ce qu'on en a d'un type nouveau ou pas? Et en général, oui. C'est un peu curieux. Pourquoi c'est un peu curieux? Parce que donc là, si je prends des suites décroissantes, donc j'ai dit que les points comme ça là, correspondaient à des disques. Donc quand je prends des suites décroissantes, ça revient à reprendre des suites décroissantes de disques. Et donc on est en train de prendre en fait des suites décroissantes de disques fermés. Okay. Et alors, qu'est-ce que ça peut être une suite décroissante de disques fermés? Alors, si on a de la chance, c'est un disque fermé, et auquel cas on l'a déjà. Mais il peut arriver qu'on ait, dans des corps non archimédiens, des suites décroissantes de disques fermés d'intersections vides. Ça arrive. Donc ça, c'est encore un problème de compacité locale. Si on a de la compacité locale, une intersection de compacte décroissante, c'est non vide. Mais ça arrive en non archimédien qu'on ait des problèmes de ce type-là. Et là, à ce moment-là, on a des nouveaux points, qu'on appelle points de type 4 dans la terminologie. Et on peut prouver deux choses. C'est qu'il n'y a pas d'autres points que ceux-là. Donc les types 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on montre aussi, c'est qu'ils sont vraiment construits comme ça, comme des suites décroissantes. Donc ce que ça dit, il faut réfléchir un peu, mais ça dit que c'est pas trop compliqué de les mettre sur le dessin. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas n'importe où. Ils se mettent, voilà, donc je prends un point ici, et puis après je vais prendre un disque plus petit, un disque plus petit, un disque plus petit, un disque plus petit, et hop, je m'arrête. Donc c'est de nouveau des feuilles de l'arbre, en fait, ces points qui sont là. Donc ce qui veut dire que le dessin, essentiellement, quand même, il est juste.
Enfin, on garde une structure d'arbre. Dans ce dessin-là, il y a des branches ouvertes en fait. C'est ça, c'est ça. Ça dit exactement ça. Ça dit que j'ai un certain nombre de branches ouvertes et je vais être obligé de prendre ces points-là pour, c'est ça dont je n'ai pas parlé, la compacité. Pour regarder la compacité. C'est exactement ça, ouais. On peut faire des... je vais essayer de trouver un moment pour vous montrer ça demain. Montrer un exemple de point de type 4 un petit peu explicite. D'accord, qu'on a... si. Pourquoi, voilà, comprendre pourquoi on peut avoir des intersections comme ça de disques qui sont vides. Ça, c'est aussi un phénomène typiquement non archimédien, donc qui fait partie des curiosités de la promenade, si vous voulez. Pardon, il y a un truc à l'infini vers le haut? Non. Si, il y avait un diagramme infini. Oui, là j'ai fait A1, donc si j'ai fait A1, il n'y a rien. Si je fais P1, je peux toujours rajouter un point et dire que c'est compact, mais non. A priori, là, ce que je fais, c'est vraiment, j'ai dessiné les valeurs absolues 0R avec R qui croît vers l'infini. C'est la demi-droite, c'est R+, quoi. Et voilà. Mais sinon, voilà, le dessin, donc il y a ces points de type 4 là, effectivement, quelques petites branches ouvertes parce que je n'ai pas fini. Mais sinon, le dessin reste, garde le même aspect. La structure d'arbre, elle est correcte. Vous pensez que cet exemple-là de ces doubles parenthèses T, ils existent, ces points-là, type 4? Oui. Oui, la bonne notion pour qu'ils existent, c'est... Oui, alors bon, non, rien, j'allais dire une bêtise. Non, enfin, si, il y a une définition de corps sphériquement complet, mais c'est juste répéter ce que j'ai dit avant. C'est un corps est sphériquement complet si toute intersection décroissante de boules est non vide. Donc il n'existe pas dans ce cas-là. Donc, pardon ? Dans ce cas-là, il n'existe pas, du coup. Pour ces doubles parenthèses T ? C'est ça, pardon, oui, c'est ça. Alors on peut dire ça aussi, quitte, on peut toujours augmenter le corps et on peut s'arranger pour qu'en augmentant le corps, il n'y ait plus ces points de type 4. C'est un côté... La bonne notion peut-être, plus facile pour travailler en algébrique, on a toujours ce passage à la clôture algébrique où tout se passe mieux. Là, si on veut vraiment que tout se passe mieux, il faut passer à la clôture sphériquement complète. Une sorte de clôture algébrique analytique, si vous voulez, dans un certain sens. Et pour ces doubles parenthèses, c'est un truc compréhensible ou... Oui. Mais ça, c'est demain. Enfin, c'est les séries de Anne, s'il faut lancer des... Un tout petit mot, très bien donc ça, ultramétrique. Les définitions fonctionnent partout pour le cas archimédien. Oui. Donc il y a un arbre correspondant et donc c'est non. Oui, il y a un espace correspondant, un ensemble correspondant. C'est ça. Correspondant, pardon. Oui, ça c'est quelque chose que j'aurais dû dire, j'ai manqué un petit peu de temps, mais effectivement là-bas, j'ai pas du tout utilisé le fait que la valeur absolue est ultramétrique, c'est une bonne remarque, et je peux le faire pour R et pour C. Si je le fais pour C, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, en fait, donc je peux toujours envoyer les points de C par la même construction dans le A1 analytique de C, et je trouve une bijection. Même un homéomorphisme, etc. Donc c'est vraiment la même chose. C'est comme Antoine mentionnait ce matin qu'il n'y a pas d'autre extension d'extension valuée de C. Il n'y a pas de semi-norme multiplicative sur C crochet X qui ne viennent pas de l'évaluation d'un point de C. Et c'est pareil, on peut adapter la preuve d'Ostrovsky, ça se fait directement, c'est très facile à démontrer, si on s'y prend bien. Ouais. Comment ? Moi aussi. Oui. Par contre, si on prend R, on va retomber sur la même chose que C ou... Presque. Alors, sur la différence entre R et C, c'est comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai rajouté une racine de T. D'accord ? On veut évaluer des polynômes à coefficients réels. Donc le truc, c'est que... Pardon. Si je prends P de x, que je l'évalue en un point z, d'accord, et je compose avec la valeur absolue, donc z est un nombre complexe. Effectivement, je peux évaluer un polynôme réel en n'importe quel nombre complexe, bien sûr. Et le truc rigolo ici, c'est que si je l'évalue en son conjugué, comme le polynôme est réel, c'est le conjugué, et je trouve la même chose. Donc ça vous dit que je vais identifier les nombres et leurs conjugués. Donc là, ce que je trouve, c'est pas la droite de Berkovitch réelle, c'est pas R comme on pourrait s'y attendre naïvement, c'est pas C non plus parce qu'il y a des points identifiés, c'est le quotient de C par la conjugaison complexe, l'action de Galois de C sur R si vous voulez être pédant, et donc c'est un demi-plan. C'est un demi-plan. Donc il y a toujours, oui, voilà, c'est cette question-là qui vient. Ouais.
Mais c'est tout à fait intéressant de voir que la théorie de Berkovitch, cette définition-là, elle est capable de couvrir à la fois les cas non archimédiens et les cas archimédiens. Ça peut vraiment tout vous mettre ensemble. Il n'y a pas de distinction à faire dès le départ de la théorie. Encore, la définition vaut globalement, la topologie vaut globalement, les fonctions Lomor valent globalement si on veut les définir. Pardon ? Oui, ouais, non, c'est ça, voilà. Après, chacun... oui, les descriptions sont complètement différentes, mais la définition est valable en toute généralité. Bien, y a-t-il d'autres questions ?